wait until the light, love, and walk away from enemies. Dream, imagine what you want to be, 'cause the world needs your love to breathe sun and bright, 'cause the world needs your love to find harmony. Tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. Et au fait, c'est le 100e café littéraire. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que nous faisons ce café littéraire, que nous essayons, donc, dans la convivialité, d'amorcer des débats et sans aucun tabou. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Amélie Dalmazo, Lily Oz comme nom d'artiste. C'est une femme qui fait beaucoup de belles choses. Elle est doctorant en sémiotique, elle a fait plusieurs expériences professionnelles, elle a écrit un bouquin sur Michael Jackson. Donc Michael Jackson n'a jamais existé, aux éditions Jacob Duvernay. Et puis donc elle va nous parler de sa vision du monde que je trouve très intéressante et passionnante. Amélie Dalmazo, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Voilà, je suis ravie d'être là. Merci à l'Impondérable, merci à vous d'être là. Eh bien, c'est moi et nous tous qui te remercions. Donc, on disait que tu touchais à tout et donc que tu accordais aussi une importance à la spiritualité. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de cette chose qui nous paraît un peu bien confuse parfois, parfois je ne sais pas. À toi la parole. Sur la spiritualité ? Ouais. Alors d'abord, oui, alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est je suis une touche à tout parce que tout me touche. Voilà, elle n'est pas de moi, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de très sensible et très curieux surtout. J'ai une espèce d'obsession comme ça pour la curiosité en fait. Et cette curiosité, elle s'exprime effectivement sur le plan de la réflexion, parce que donc effectivement en faisant ma thèse de doctorat, je me suis intéressée aux mythes, à la mythologie, aux symboles, et puis à tous les signes, et puis à toutes les icônes aussi modernes, dont Michael Jackson. Le livre que j'ai fait, évidemment, quand je dis Michael Jackson n'a jamais existé, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, c'est une image, c'est une figure, c'est évident. C'est l'idée tout simplement de dire que c'est un personnage, et que nous avons écrit tous ensemble en fait son histoire et qu'il est surtout un miroir de qui nous sommes. Voilà, et qu'en étudiant son histoire, ce récit, ce personnage, on va surtout finalement être confronté à nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce livre, comment est-ce qu'on a construit ce personnage tous ensemble et comment est-ce qu'on l'a détruit tous ensemble aussi. Voilà, et la spiritualité est arrivée sur mon chemin après mon parcours intellectuel, je dirais. Comme en même temps que la musique est arrivée dans ma vie. Moi, un jour, j'ai été à un concert, il y a de ça maintenant 8 ans, et puis j'ai eu une révélation musicale. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait, pour transmettre mes idées, faire de l'art, plutôt, parce que la réflexion, parfois, ça peut faire peur, ça peut confronter les gens à des choses qu'ils n'ont pas envie de confronter. D'autant que moi, mon travail, c'était un travail sur le fanatisme. Donc j'ai fait une thèse sur le fanatisme et le charisme. Comment est-ce qu'on construit aujourd'hui des images, des icônes, justement. Comment est-ce qu'on nous conduit parfois même dans la fascination et dans le fanatisme. Et puis, pour avoir travaillé moi-même dans l'industrie médiatique, dans l'industrie du spectacle aussi, j'ai compris à quel point tout ça était un business. Et on aura sans doute, je l'espère, l'occasion de parler de ce sujet-là aussi. Voilà, et la spiritualité est arrivée à un moment donné sur mon parcours comme une continuation logique. C'est qu'une fois que j'avais fait le tour de tout ce qui est réflexif, parce que alors les débats, quand on est docteur, Dieu sait qu'on en a, des débats intellectuels, des réflexions, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné que finalement, dans un débat, tout le monde a raison, mais personne n'est d'accord. Voilà, et que finalement, ça ne permet pas d'avancer véritablement. Et que quand on pose les questions à un autre endroit, c'est-à-dire quand on réfléchit avec son cœur, alors ça peut paraître abstrait comme ça, mais en fait c'est très concret, quand on pose les questions avec son cœur, finalement, on est bien plus souvent tous d'accord.
Voilà. Donc la spiritualité, pour moi, c'est pas un mot vilain. Hein. C'est vrai qu'on est en France et qu'en France, bah, on est très rationnel, on aime bien la science, etc. Mais c'est pas incompatible. Je pense que la spiritualité, c'est un état d'esprit. C'est cette idée que bah, on n'est pas que de la biologie, on n'est pas que des machines, en fait. Hein, et on voit bien où ça nous conduit, finalement, de penser comme ça. Ça nous conduit à faire de cette société-là, qui est une société très déshumanisée, justement. Et je pense que c'est important de ramener l'humain au cœur de la réflexion. Voilà, donc la spiritualité, elle concerne tout le monde, elle concerne celui qui s'interroge, en fait, sur sa place dans le monde, sur quel est le but de sa vie, mais c'est aussi, ça concerne aussi tous les gens qui s'engagent aujourd'hui dans le nouveau monde, donc dans à la fois des combats parfois politiques, mais aussi dans des combats, je dirais, environnementaux. Voilà, donc la spiritualité, pour moi, c'est pas la religion. C'est vraiment cette dimension de l'être qui n'est pas forcément de la matière, qui n'est pas que corporelle, qui est aussi évanescente, voilà, et qui concerne le sens. Très bien. Et j'ai l'impression que ce que vous dites maintenant n'est pas très présent dans les médias, en tout cas les médias dominants aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible que les médias disent comme ça les choses de manière très profonde, mais de manière assez simple, comme tu viens de l'expliquer? Est-ce qu'ils jouent le jeu de ce monde déshumanisé, ou bien est-ce que ce sont des choix politiciens? Qu'en penses-tu? Alors c'est une vaste question. C'est vrai que pour resituer, alors moi j'ai eu une carrière aussi dans les médias, je travaillais à l'écriture je dirais, de télévisuel. Comment est-ce qu'on écrit un programme de télé-réalité, par exemple, mais aussi comment est-ce qu'on écrit l'information. Et je me suis rendu compte en ce faisant que il n'y avait effectivement pas de liberté véritable de parole et encore moins de recherche, de réflexion et d'élévation du discours. Je pense que c'est tout à fait volontaire. Voilà, c'est volontaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que aujourd'hui on est dans un contexte en France où les médias on est quand même dans une concentration des médias qui est assez exceptionnelle, puisque quelques industries, qui sont des industries médiatiques, quelques industries vont posséder ces médias. Et donc ils ont des intérêts à nous déposséder de notre véritable valeur. Notre véritable valeur, c'est notre être. C'est-à-dire que nous sommes des êtres profonds. Nous avons donc plusieurs dimensions, nous avons des potentiels inexplorés, et en fait, ce qu'on voudrait dans notre société mass médiatique, industrielle, c'est nous faire croire qu'on a besoin de consommer pour exister, par exemple. Alors, je vais donner un exemple grossier. Vous savez, la fameuse femme qui pose sur une voiture. Alors ça fait grand débat, et en même temps, c'est très emblématique de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Quand on met une femme sur une voiture, on suggère, certes, que la femme est un objet si on veut, mais ce n'est pas ça le véritable propos. Le véritable propos, c'est de faire comprendre aux hommes que les hommes ne valent rien en eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'avoir une belle voiture pour pouvoir séduire une femme et se montrer intéressant à leurs yeux. Et ça, c'est grave. Et vous voyez, il y a une espèce de volonté comme ça, permanente, de conserver les individus dans une espèce de quête permanente de reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est donnée par les médias, parce que quand on est en quête de reconnaissance permanente, quand on pense que c'est en donnant, en allant chercher, en allant posséder, ou en incarnant quelque chose, qu'on va avoir de la substance, alors on va être maintenu dans un système de dépendance, comme ça, où notre valeur va nous être assignée par la société, par les médias. Voilà, et puis évidemment des intérêts politiques forts là-dedans, c'est qu'on ne souhaite absolument pas que les individus se libèrent, comprennent qu'ils sont souverains en fait. On voit bien aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes, avec tout ce qui s'agite dans le panorama social, qu'il y a une véritable en fait revendication des individus aujourd'hui à disposer d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ça surtout, on essaie de nous faire croire que c'est un problème de pouvoir d'achat. Mais c'est pas, les gens ne se définissent pas à travers la consommation. Ils ont envie de pouvoir être propriétaires de leur propre vie, de décider, de passer du temps avec leur famille, par exemple. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est vrai qu'on parle pas du mot de la souveraineté de l'individu et de ses groupes et de ses nations, qui aujourd'hui veulent retrouver cette liberté à être et à vivre leur vie
voilà, comme ils le désirent en fait. Et les hommes politiques, évidemment, n'ont absolument pas le goût à nous libérer, ni à nous éduquer. Et moi qui ai enseigné pendant plus de 20 ans dans les médias, j'ai commencé très tôt, à l'université, dans des écoles privées, je suis très triste d'observer qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas, instauré l'éducation aux médias à l'école. C'est dommage. Parce que les médias, ça se décode d'une certaine manière, il faut apprendre à le faire. On a des résistances évidemment naturelles, mais en fait on croit souvent qu'on est manipulé d'une certaine manière, alors qu'en réalité on est influencé de manière très insidieuse. Voilà. Et moi j'ai vécu des scènes surréalistes comme ça, où la première télévision que j'ai faite, j'étais invitée sur BFM TV, au journal de midi, où il y avait Ruth Elkrieff, vous savez, qui présentait ce journal. J'avais pas encore sorti mon livre, mais je venais juste de finir ma thèse sur Michael Jackson. Enfin, sur Michael Jackson, c'était sur le charisme et le fanatisme, mais Michael Jackson était l'un de mes sujets. Et donc on m'a invité le jour de la mort de Michael Jackson. Voilà, donc je me suis retrouvée parachutée là, dans un grand média. Alors j'avais déjà travaillé pour eux, mais j'avais jamais été sur un plateau de télévision en tant qu'invitée, considérée comme une experte d'un sujet. Et ce qui m'a sidérée, c'est d'observer que j'étais vraiment de loin la plus experte de tous les invités. Et pourtant, en face de moi, j'avais des gens qui étaient d'un niveau incroyable. Il y avait l'ancien responsable PDG de Sony, il y avait des gens très habitués aux médias, et quand je les entendais parler, j'étais choquée. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est de me dire que dans ce sujet, j'avais moi des connaissances, mais que dans des sujets bien plus graves, je vais dire n'importe quoi, le conflit israélo-arabe par exemple, où je ne connais rien du tout à ce sujet, eh bien on est complètement captif de ce que vont nous dire ces fameux experts, entre guillemets, qui vont s'exprimer à la télévision. Voilà. Très bien. On en reviendra dans le débat avec la salle certainement sur ce sujet. Tu as travaillé aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va libérer l'homme ou bien est-ce que c'est l'inverse à ton avis? Alors là, encore un énorme sujet. Alors effectivement, j'ai été amenée dans ma vie à faire des choses comme ça un peu étonnantes, qui m'ont moi-même surprise de me retrouver là-dedans. Et en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur une application dont l'objectif c'était d'être une espèce d'outil d'introspection philosophique. Donc on parlait avec la machine, on disait en ce moment ça va pas avec ma femme, j'arrive pas, j'ose pas lui parler, j'ai du mal à communiquer. Et donc la machine repérait les mots et elle répondait comme un psy en fait, un coach quoi, de poche. Et l'objectif c'était de donner des outils de langage. Tiens, j'entends que tu n'oses pas, mais qu'est-ce que c'est que oser ? Qu'est-ce que c'est que l'audace? Et donc l'idée, c'était de rendre finalement le sens des mots. Parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur dans les médias, c'est le fait que, et dans la politique, c'est le fait qu'on a complètement désubstantialisé le langage. Les mots, aujourd'hui, ne veulent plus rien dire. Et donc, rapporter à nouveau du sens sur les mots, les rendre concrets, opératifs, qui nous permettent d'évoluer grâce à ces mots, parce que avoir du langage, c'est aussi avoir de la pensée, c'est avoir des outils en fait pour se représenter le monde. Et donc, effectivement, moi quand j'ai fait ce projet, alors je suis quelqu'un j'ai une espèce de force d'intégrité qui n'est pas forcément idéale pour faire des grandes carrières, parce que je refuse toute compromission. Donc quand j'ai fait ça, moi j'ai trouvé que c'était super bien, parce que ça permettait aux gens d'avoir des mots pour penser, tiens, c'est quoi en fait qui m'arrive? Parce que des fois on est blessé, on a des choses qu'on n'arrive pas à les exprimer. Et réussir à trouver les bons mots pour pouvoir déjà comprendre ce dont on souffre, mais aussi avoir les bons mots pour en parler avec les autres, pour moi c'était utile. Maintenant, pour en revenir à ta question, l'intelligence artificielle, c'est comme tous les outils qui existent sur Terre. Est-ce que la compréhension de l'atome c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est bien et pas bien. C'est comme les nanotechnologies ou la robotique. D'une manière générale, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en sert pour aliéner les gens ou est-ce qu'on s'en sert pour les libérer? Dans l'absolu, pour moi, dans mon point de vue, on parle du travail. Le travail tout le temps. On travaille, mais on travaille pour gagner notre vie. Est-ce que c'est normal d'avoir à gagner notre vie? C'est grave quand même dans l'idée. On travaille pour participer, mais est-ce qu'on participe aux choses pour lesquelles on est le plus doué? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est libre, en fait, aujourd'hui, ça? Pour moi, c'est ça la vraie question.
Et donc je pense que peut-être l'intelligence artificielle ou la robotique, toutes ces technologies peuvent nous libérer, à condition que ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, acceptent qu'on se libère. On dirait pas qu'ils aient envie qu'on se libère. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, on en reparlera. On a l'impression que c'est l'inverse, mais chacun peut avoir son idée. J'aimerais que tu nous dises un mot sur tes chansons. Quelques-unes, on peut les écouter sur Internet. Je les trouve excellentes. Le texte, en tout cas, est très bien travaillé. La musique aussi. Et alors, tu me disais tout à l'heure, tu le disais, donc c'est comme ça que t'es venue l'idée et tu t'es dit, je peux chanter. Comment est-ce que c'est possible ? Alors, d'abord, c'est vrai que moi, mon obsession dans la vie, ça a toujours été donc la vérité, la liberté, la transmission, le partage. Et donc, quand j'ai fait ma thèse et que j'ai réfléchi à des questions qui me semblaient super importantes, comme la question identitaire, la question du fanatisme, comment on est conduit à droite ou à gauche à adhérer à tel ou tel personnage, je me disais, c'est quand même un sujet vachement intéressant. Et puis, avoir des clés de compréhension dans ce domaine, ça nous libère, justement. Sauf que je me suis confrontée au refus des médias mainstream à monter le niveau de réflexion, à partager ces choses-là. Alors en plus je suis une femme, et je crois que quand on est une femme et qu'on est une intellectuelle, c'est quand même plus compliqué, même si on est en France et même si on est en 2019. Voilà. Donc, comme j'ai observé que je rencontrais difficilement le public, je me suis dit en fait, plutôt que de faire des trucs intello que personne ne lit, je devrais plutôt faire de l'art. Et au tout départ, quand j'étais à ce concert, donc comme tout le monde était un jour à un concert, et j'ai été éblouie. Et je me suis dit, il faut que j'écrive des chansons pour des gens connus, comme ça je vais pouvoir faire passer mes idées, éveiller les consciences, comme on pourrait dire, mais de manière subtile, plus douce en fait, moins confrontante. Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à écrire des textes, parce que je ne savais pas du tout la musique, j'avais jamais chanté de ma vie, j'ai jamais écrit de chansons. Donc j'ai écrit en slamant, quoi. Voilà, et j'ai écrit comme ça 10, 20, 30 textes, et puis 2 mois après, j'ai été rencontrer Mathieu Chédid, M, à l'entrée d'un concert, comme une groupie. Hein. Je l'ai attendu, et puis il s'est pointé, et j'ai fait « Hey !» Là il a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Qui est cette folle qui me saute dessus dans la rue. Puis, voilà, je me suis un peu emmêlée, c'était ridicule, je savais pas trop ce que je voulais en fait à cette époque-là, j'étais un peu perdue aussi je crois, dans cette espèce de transition, et du coup ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Voilà, je suis rentrée chez moi un peu bredouille et je me suis dit waouh, tu t'es ridiculisée, t'es passée pour une groupie, franchement ça craint. Et puis tes chansons, ça fait 2 mois que t'écris, tu sais même pas si ça chante, tu connais rien à la musique. Et en fait, prise de cette réflexion, pour me rassurer, je me suis dit attends, est-ce que ça chante vraiment quoi? Donc je me suis mise sur mes chansons, et puis je me suis dit, si j'arrive à faire une mélodie basique, genre Au clair de la lune, ça veut dire qu'un vrai compositeur saura faire de la vraie musique. Et puis en essayant, le soir même, je peux pas vous dire, il y a eu un autre miracle, quoi. La musique fut, quoi. Voilà, je sais pas, du rythme, la note est venue, et puis laborieusement, avec mon dictaphone, j'ai commencé à enregistrer mes chansons, et puis au bout de la 3e, pouf, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais de la musique en moi qui était là tout le temps. Je sais pas, quand on prend notre douche, quand on marche dans la rue, quand on a une émotion, en fait parfois on est emporté par des espèces de mélodies sans s'en rendre compte. Et puis voilà, la musique est entrée dans ma vie. Et puis 6 mois après, parce que je suis quelqu'un qui va très vite et qui suis très impatiente, j'ai fait un concert comme ça devant 3 personnes, devant ma famille. Et puis je leur ai dit, en fait c'est ça que je veux faire. Et ils m'ont dit, vas-y ma fille, voilà. Alors je me suis lancée et j'ai commencé à enregistrer mes chansons et à travailler sérieusement. Voilà. Est-ce que le CD est sorti ou pas encore? Alors le CD, je l'ai enregistré, j'ai tout fait, ça a duré, on a enregistré pendant 2 ans, je me suis autoproduite, j'ai rencontré sur mon chemin des gens très talentueux qui m'ont donné la possibilité de le faire surtout. J'ai terminé d'enregistrer en septembre de l'année dernière, donc ça fait 1 an maintenant, mais il n'est toujours pas sorti. Parce que on est à nouveau là confronté à des problèmes de mafia. Enfin, je vais mettre les mots. À un moment, je pense qu'il faut mettre les mots. Les médias, aujourd'hui, sont complètement cloisonnés. Toutes ces industries-là culturelles, en fait, vont émerger dans des cadres très spécifiques, avec des acteurs très limités. Et quand vous voulez commercialiser, en fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous vendez votre âme, j'exagère à peine, mais
Je veux pas dire ça pour certains qui quand même réussissent à avoir des belles opportunités et à commercialiser leur art. Hein. Je dis pas que tous les gens qui sont connus ou qui commercialisent ont vendu leur âme. Mais néanmoins, quand on n'arrive pas par des voies d'émergence spontanée comme une télé-réalité ou un buzz quelconque, là, il faut quand même savoir se prostituer d'une certaine manière. Donc, encore une fois, j'ai plutôt refusé cette voie-là. Et donc, l'autre voie, c'est la voie du petit commerce, quoi. Hein, le petit commerce, c'est ici maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est cet échange, cette rencontre. Alors moi, j'aime bien ça, mais c'est vrai que mon ambition avec ma musique, c'est comme avec ma réflexion, c'est d'essayer de partager des choses avec le plus grand nombre, d'échanger, parce qu'on échange beaucoup, en fait. Et puis, si possible, de semer mes petites graines comme ça, pour moi, c'est comme des petites poudres magiques, vous voyez, qu'on sème comme un ensemencement de la conscience. Voilà. C'est très joli ce que tu dis. Et donc, puisque tu parles d'échange, maintenant, on va donner la parole à la salle pour des questions, pour des remarques, et tu pourras revenir pour plus de clarification. Alors, des questions, des remarques. Qui se lance alors? Vu qu'elle a raison, on n'a pas trop de questions, puisque c'est vrai que... Ah, si, c'est un avis. Je crois qu'il y a un micro. Je suis entièrement d'accord avec... Vas-y. Attendez, on va vous passer un micro apparemment. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que... Si, tu as des choses à dire. Elle a entièrement raison, déjà, en étant une femme, n'importe où dans le monde, c'est très difficile d'être intellectuel, d'avoir un cerveau. Et effectivement, dans le monde de l'art, malheureusement, pour beaucoup... où on accepte ce qu'on nous propose, où c'est très difficile de percer. Et puis moi je dirais, t'es la fille d'eux ou le fils d'eux, tu perces. Si t'as pas un pied à l'étrier, effectivement, ça veut pas dire que t'as pas de talent. Hein. Je suis sûr que t'en as énormément. Et c'est très bien, le chemin que tu suis, c'est très bien. Semer ta petite graine un peu partout. Et j'espère de tout cœur, en tout cas on te soutiendra, que tu perceras et qu'on t'entendra partout. J'ai hâte de t'entendre déjà. C'est adorable, merci beaucoup d'abord pour ces vœux. Elle-même est écrivain et peintre aussi. Ah oui, voilà. Elle nous vient de Corse. Et, la peinture, l'art, on le voit bien. On a un autre peintre ici là, qui se cache derrière un Ah oui, il se cache, il peut se montrer, il peut prendre le micro et nous dire un mot. Oui. C'est aussi quelqu'un qui Donnez-lui le micro, il va nous dire quelque chose. C'est aussi un très bon ami qui a refusé de vendre son âme aussi plus d'une fois. Voilà, moi dans la peinture, j'ai fait un peu pareil qu'Amélie, c'est-à-dire que c'est pas le marché qui va dicter mon prix, mais c'est moi qui décide de ce que je vais vendre, comment je vais le vendre, et pas passer par un circuit que j'ai beaucoup étudié, qui est le milieu des galeries, où on prend 40%, on a déjà les acheteurs. Voilà. Donc, puis j'ai pas à être derrière des peintures pour les vendre. Quand on va acheter son steak, on n'a pas la photo de la vache en train de courir. Là, c'est un peu pareil. La peinture, elle parle à quelqu'un, tant mieux pour lui et pour moi. Elle parle pas, c'est pareil. Je n'ai pas à lui vendre la salade. Voilà. Donc, c'est comme ça que je parle, entre autres. Voilà. Et alors, je pense que, pour rajouter à ce que tu dis et à ce que vous dites, madame, je pense que ça, c'est un problème qui est général, en fait. Ça touche tout. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à cette idée de... Vous voyez, par exemple, on est obsédé dans notre société sur comment on crée de la richesse. Mais c'est absurde, parce que la richesse, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. On l'a en nous, la richesse, et on n'a pas besoin d'argent pour construire des bâtiments, on a besoin des gens. Et c'est ça qu'on essaie de nous faire croire, qu'il faut créer de l'argent, qu'il faut créer de la richesse, alors qu'on ne crée pas de la richesse, on crée de l'aliénation. Et c'est ça qui est triste, vous voyez, et donc on veut absolument pas que des potentiels indépendants émergent au milieu de tout ça. Parce que tout d'un coup, celui qui prend la voie bis, celui qui sort du chemin qu'on lui a indiqué, il vient signifier aux autres que il y a d'autres chemins possibles. Vous voyez, et donc moi je suis alors, il y a les lanceurs d'alerte d'un côté, qui sont nécessaires, qui sont là pour dire attention, le monde est corrompu, etc. Dieu sait qu'on en a, depuis des années maintenant, des espèces de réveils de cauchemars horribles comme ça, où on se rend compte de la réalité qui est absolument sinistre. Mais je crois aussi qu'il nous faut des lanceurs d'espoir. Et ça, c'est très important. Il faut des gens qui nous inspirent. Parce que c'est pas avec la colère qu'on va construire des choses. C'est avec l'amour, c'est avec l'envie. C'est parce que moi, il y a des gens qui m'ont inspiré qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, comme la flamme des JO, quoi, j'ai reçu la flamme, il faut que je la donne à quelqu'un d'autre.
Donc je fais ma mission, moi, d'être, qui a reçu à un moment donné cette espèce de flamme, de l'amour, de créer, de partager, de ce désir finalement de progresser, de laisser sortir qui nous sommes en fait. Parce qu'on est des êtres extrêmement riches. Et vous voyez, moi j'étais loin de penser que j'aurais pu faire de la musique. Puis alors j'ai pas du tout été formée à ça, et aujourd'hui, c'est ça ma voie. Et je trouve ça fou, vous voyez, j'ai passé 10 ans à travailler mon cerveau, à faire des conférences, à étudier dans des bibliothèques, etc. Pour finalement arriver sur scène et puis ne surtout plus penser. Vous voyez ? Donc, moi je crois à mon histoire, c'est pour ça que j'ai envie d'en témoigner, c'est qu'on a tous des potentiels inexplorés. Et même, je vais aller plus loin. Il y a plein de gens, ils se disent, non, mais moi j'ai pas de talent. Mais on peut avoir le talent de faire rire sa femme, on peut avoir le talent d'être un bon papa, une bonne maman, on peut avoir le talent d'être quelqu'un de calme, de raisonner, d'être quelqu'un de discret quand on en a besoin. En fait, on a besoin de tout le monde. Et il faut arrêter de niveler les qualités. Et vous voyez, c'est ça que fait le système médiatique, c'est qu'il va nous dire, ça c'est bien. C'est ce que fait aussi le système financier, monétaire, le fait de donner des salaires importants à des gens et puis des salaires misérables à d'autres. C'est une manière de dire que lui, il est plus important, que ce qu'il fait a plus de valeur que l'autre. Alors que, je suis désolée, si je prends un exemple grossier, une femme de chambre, c'est grâce à elle que l'hôtel, quand elle travaille dans un hôtel et qu'elle range une chambre, le premier truc que vous voyez quand vous entrez dans un établissement, c'est la propreté. Donc ce sont des héroïnes, ces femmes. Pourquoi est-ce qu'on les traite comme si c'était des moins que rien ? Vous voyez, ça me dérange. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye, tous, de repenser nos cadres de référence. Parce que ces cadres de référence, précisément, nous ont été indiqués par les médias. Et les médias sont détenus par des groupes industriels, financiers, qui ont pour but de nous faire croire que nous ne valons rien. Et que c'est grâce à eux qu'on peut valoir quelque chose un jour, peut-être. Ce n'est même pas sûr, hein, donc peut-être. D'autres questions. Majid, oui. Qu'est-ce qu'un micronia? Oui, d'accord. Merci pour votre exposé diversifié, puisque vous êtes parti déjà de la spiritualité pour terminer avec la chanson. C'est beau, deux termes qui ne sont pas loin l'un de l'autre, je dirais. D'ailleurs, est-ce que ça a servi la spiritualité pour que vous parveniez justement à la chanson? De deux, je reviens sur l'image grave quand même de la femme que vous avez exposée tout à l'heure. Vous avez donné l'exemple de la femme qui pose devant la voiture. Quel est le regard de la femme aujourd'hui, de manière générale, à l'égard de cette image justement? Est-ce que cette image est combattue aujourd'hui ou pas? Alors d'abord, je vais répondre à la première question par rapport à la spiritualité et la musique. Dans ma vie, c'est la musique qui est venue avant la spiritualité, vous voyez, donc quelque part, mais pour moi c'est spirituel, parce que cette reconnexion elle est complètement mystique. Je veux dire, je me suis connectée à quelque chose, et depuis je suis restée connectée. Et donc, j'ai bien fait le tour de, on va dire, la psyché, l'intellect, parce que j'ai aussi suivi une psychanalyse pendant 10 ans, je m'étais me soigner l'esprit, j'ai compris que j'ai été moi-même dirigée à l'intérieur de moi-même par des tas de névroses, quoi, tout simplement, des conditionnements en fait. Donc une fois que j'ai dépollué tout ça, il restait finalement plus que l'être, cette espèce de connexion. Et puis je me suis interrogée sur en fait qui suis-je alors, si je suis pas qu'une personne, si je suis pas que Amélie Dalmazo, peut-être que je suis aussi plus vastement une âme, et cette âme elle a une histoire, elle a un récit. Quelle est mon histoire? Voilà. Et donc ça m'a conduit de plus en plus à me tourner vers ce champ-là. Et puis la musique, parce que c'est un lâcher-prise. Parce que justement, dès qu'on intellectualise, en fait, c'est là où on passe à côté, je crois. Et moi, j'ai été beaucoup dans l'intellect. Je maîtrise très bien la réflexion, voilà. Mais la chanson, je maîtrise pas du tout. Je sais même pas ce que je chante aujourd'hui. C'est assez dingue. Enfin, je veux dire, j'arrive sur scène. Si on me demande de me dire quelle note je viens de faire, j'en sais rien. Voilà. Et donc ça, il m'a fallu que je travaille beaucoup pour ça. Pour apprendre à lâcher prise, en fait, à arrêter de contrôler. On est dans une société où il faut tout contrôler, tout le temps. Voilà, et ça va me permettre de faire le pont, justement, par rapport aux femmes et à l'image de la femme sur laquelle vous m'interrogez. Je pense qu'il y a cette question du contrôle qui est très éprouvante, mais pas que pour les femmes, pour tout le monde. On est contrôlé en permanence, notre apparence est contrôlée, notre corps est contrôlé, notre parole est contrôlée, nos actions sont contrôlées. En fait, depuis qu'on est né, on nous dit « fais comme ci, fais comme ça », puis si tu te comportes mal, tu seras rejeté.
Et moi, je suis convaincue qu'on entretient le système aujourd'hui de manière à ce qu'il les exclue, pour qu'on nous garde dans le rang. Parce que comme ça, quand on marche dans la rue et qu'on voit les pauvres gens qui sont sans domicile et qui sont là, on se dit, oh là là, si moi aussi je désobéis, si je sors du rang, c'est ça qui va m'arriver. Parce qu'aujourd'hui, de manière très concrète, vous voyez, c'est comme l'idée de on n'a pas d'argent, comment on va faire pour créer de l'argent, pour trouver de l'argent, pour aider les personnes âgées ou les personnes dans la rue. On ne trouve pas d'argent pour le faire, par contre on a plein d'argent pour faire la guerre. Vous voyez, ça on ne se pose jamais la question, où c'est qu'on va trouver l'argent pour faire la guerre? Là on a plein d'argent. Voilà, et donc je pense que en fait c'est qu'une question de volonté. Voilà, et donc pour rester sur le sujet de la femme, oui c'est combattu, mais je pense qu'aujourd'hui c'est les hommes qui doivent se libérer aussi. Parce que les hommes ont une pression énorme. C'est épuisant pour un homme de devoir avoir réponse à tout, d'être toujours dans l'efficacité, d'être pragmatique, d'avoir toujours la solution, enfin je sais pas. Comment vous le vivez vous en tant qu'homme? Il y en a quelques-uns ici. Mais je crois que quand les hommes se seront eux-mêmes libérés de ces modèles sociaux, vous voyez, c'est quoi être un homme viril, par exemple, mais c'est quoi être une femme féminine? Donc quand les hommes, eux aussi, auront dit stop, moi je veux pas être que l'image qu'on me demande d'être, alors peut-être qu'on pourra enfin se retrouver. Parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, enfin moi dans ma génération, j'ai 40 ans, je trouve que c'est très compliqué pour rencontrer l'homme et que l'homme et la femme se rencontrent. Parce qu'on est à cheval entre un modèle traditionnel ancien, donc nos parents, quoi. Moi j'ai été élevée avec un père à l'ancienne, quoi, voilà, il va travailler, puis j'ai une maman au foyer qui s'occupait de ses enfants, etc. Donc aujourd'hui les femmes elles travaillent, donc elles disent quelque part, elles signifient aux hommes j'ai plus besoin de toi. Ce qui n'est pas vrai, on a besoin de vous, messieurs, on a énormément besoin de vous. Plus on se libère, plus on a besoin d'un homme à côté de nous pour être simplement un homme, pour être qui il est, voilà. On fait croire aux hommes que les femmes ont plein d'attentes, que d'ailleurs ils ne valent rien en soi, qu'ils ne valent que s'ils ont un bon travail, que s'ils ont des abdominaux, que s'ils ont une grosse voiture. Mais c'est pas juste insultant pour les femmes, ça, c'est insultant pour les hommes. Et c'est très grave, parce que du coup les hommes ils sont obligés toujours de prouver quelque chose. Et moi je dis toujours, en fait, les hommes ils veulent pas plaire aux femmes, ils veulent plaire aux autres hommes. Parce qu'on est dans une société de mecs, et que ceux qui nous donnent la reconnaissance, c'est les hommes. Et il faut être conforme à leurs attentes, il faut être l'espèce de mâle alpha, là, dominant, qui est le chef de meute, qui a toutes les femmes, mais qui en fait s'occupe d'aucune, qui juste en fait est le plus fort en regard de tous les autres mâles, alors qu'en réalité, les femmes, c'est pas ça qu'elles attendent. Elles veulent un homme qui soit attentif à elles, qui s'occupe d'elles, qui est gentil avec elles, qui les écoute, qui les valorise. Parce qu'une femme, elle veut se consacrer à un homme, en fait. Elle est programmée pour ça. Génétiquement, on est faite pour, quelque part, aimer. Alors, je dis pas qu'on est tout aimante, mais je dis qu'en fait, à la base, on est quand même fait l'un pour l'autre, l'homme et la femme. Et c'est parce qu'on nous a conduits en dehors. On nous a mis l'idée qu'on est dans des rôles et qu'il faut occuper ces rôles. Et que sinon, on vaudra rien et qu'on va se faire rejeter. C'est triste quand même. Voilà, donc moi je pense que les femmes ont un peu d'avance sur le terrain de quelque part de la libération vis-à-vis des carcans par rapport aux hommes qui eux sont encore prisonniers de ça et ont du mal à excusez-moi, ils ont du mal à trouver leur place auprès de ces femmes modernes en fait. Alors qu'en réalité, il suffirait qu'ils disent nous en fait vos modèles là, stéréotypés de l'homme tout puissant, viril, soi-disant, qui pour prouver sa virilité a besoin de montrer qu'il est fort et qu'il sait porter des cartons, ou qui gagne un gros salaire, c'est ridicule. C'est pas ça l'amour, quoi. Voilà. Très, très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Aïcha. Oui, prends le micro. Prends le micro. C'était juste pour citer Simone de Beauvoir, qui a dit à l'époque, une femme qui fait... Oh, ça y est, j'ai un petit problème de... dites-nous l'idée en général. Voilà, une femme qui n'a pas peur des hommes, elle leur fait peur. C'est par rapport à la libération, au deuxième sexe, au troisième sexe, et tout ce qu'on veut. Et donc finalement, c'est à nous de montrer aux hommes qu'ils ne sont libres, mais qu'ils ne sont pas des femmes faciles. Parce qu'une femme
Libre n'est pas une femme facile, spécialement. Et les hommes, ils l'interprètent autrement. Bref, c'est très très long. C'était juste une petite remarque pour dire que c'est à nous aussi de prendre notre liberté tout en vivant avec un homme, et on peut vivre sans homme. On peut vivre comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ça, c'est notre réflexion. Un autre genre de couple. Hein. C'est vrai, Je veux dire, il n'y a pas de couple idéal. Hein. Bien sûr que non, puis tout le monde est libre en fait d'être qui veut. Et donc, les hommes aussi peuvent se passer des femmes. Hein. Je me présente, donc je m'appelle Aïcha, et j'ai plus de 60 ans, et je viens du Maroc. Et bon, nanana, et nana. Voilà. Bravo Aïcha, bravo. Alors juste, je voudrais vous répondre sur cette histoire de les femmes qui font peur, parce que bon, moi je fais partie des femmes qui font peur, vous voyez, typiquement, j'en ai fait fuir plus d'un, et parfois des colosses, hein, des gars très grands, qui font 1m95, qui sont en fuite de chez moi en courant, mais je rigole pas du tout. Je pense que ce qui est problématique, vous voyez, excusez-moi juste pour vous répondre, c'est que justement on a fait croire aux hommes que pour être des hommes, ils doivent dominer, pour être un homme auprès d'une femme, ils doivent dominer une femme. Et donc pour la dominer, il faut soit la dominer physiquement, soit la dominer financièrement, soit la dominer intellectuellement, ou sexuellement, évidemment. Bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore là un mensonge, quoi. Il faudrait qu'on puisse réussir, et chez les femmes, il y a aussi ce mensonge qui est là. Il faudrait qu'on puisse réussir à être des partenaires, en fait, à comprendre qu'on est complémentaires, et qu'on peut s'entraider, et que chacun est autorisé à être pleinement qui il est, avec son obscurité, avec sa laideur aussi. Je revendique, moi, le droit à la laideur aussi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. On nous impose d'être des êtres parfaits. Et en fait, on veut qu'on soit des images, vous voyez. Et mon livre, il raconte le parcours d'un homme qui a voulu être une image. Cet homme-là, il est mort d'être une image. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis, c'est notre reflet. Parce que on nous dit, sois une image, conforme-toi aux attentes des autres, et si tu le fais pas, tu seras rejeté. Et ça rend fou d'être une image, en fait. Ça rend malheureux. C'est la mort, en fait. Quand on est parfait, on est mort. On peut pas être vivant et parfait. Je veux dire, sinon, on n'a plus rien à faire. Désintégrons-nous, quoi. Je veux dire, si je suis parfait, moi, je vais continuer à faire quoi? Vous comprenez? Très bien. D'autres remarques, d'autres questions? Il y avait la demoiselle, je crois, qui est là. Oui, on te donne le micro. Voilà. Moi j'avais une petite question sur votre sujet de thèse qui portait sur le fanatisme. Donc, quelle est au départ la définition du fanatisme? À quel moment se définit donc fanatique? Et quelle est la conclusion de vos recherches que vous avez menées? Waouh. Alors je vais essayer de faire super synthétique, ça va pas être facile. Alors pour la définition du fanatisme, c'est une très bonne question. D'abord, entendons bien qu'il y a une dimension culturelle dans l'attribution du fanatisme. Je donne un exemple. Si vous allez en Égypte, là-bas, il est tout à fait normal de prier 5 fois par jour. Chez nous, en France, une personne qui prie 5 fois par jour, pour un Français de base, il va être considéré possiblement fanatique. Vous voyez ? Alors que ça n'a aucun rapport, c'est une question de culture. Ce qui est normal chez nous est jugé fanatique ailleurs, et inversement. Et nous, on peut être considérés comme des fanatiques de la science, au regard d'autres civilisations. Après, on a toujours cette espèce d'idée que nous, on est ceux qui avons raison, que les autres sont des idiots. Et ça, c'est très propre peut-être à tous les peuples. En tout cas, en France, on est assez bon pour ça. Donc, il y a une dimension culturelle. Alors, je vais donner un autre exemple. Si vous prenez un expert de la musique rock comme Philippe Manœuvre, par exemple. Vous connaissez Philippe Manœuvre? Vous savez, cette figure médiatique assez connue, expert du rock. Bon, lui, il est considéré comme un expert. Mais s'il était expert de, je vais dire, Lady Gaga, on dirait c'est un fan de Lady Gaga. On dirait pas c'est un expert de Lady Gaga. Vous voyez, on peut être expert de Mozart et fan du petit artiste là à côté. Donc déjà, on n'emploie pas les mêmes mots. Pourquoi? Parce qu'il y a là encore des choses qui sont désignées par la norme, par les médias, par la société masse médiatique, qui vont dire ça c'est de la bonne culture, ça c'est de la sous-culture. Et déjà. Donc si moi je m'intéresse à une sous-culture, on va dire que tous les fans de Michael Jackson avant qu'il meure étaient considérés comme des fans, ils considérés comme des hystériques.
Puis Michael Jackson est mort, là tout d'un coup, alors bon, il y a des vagues successives, là on peut pas dire qu'actuellement il soit tellement dans le top là-haut, quoi, vous voyez. Mais quand il est mort, tout le monde disait « Ah oui, il est génial », parce qu'il était mort. Donc on pouvait l'encenser à nouveau, on pouvait dire des choses positives de lui, et puis considérer que comme les Beatles ou comme Beethoven, il faisait partie de la grande culture, vous voyez. Donc, déjà, voilà, par rapport à votre question sur qu'est-ce que c'est être fanatique ou pas. Pour moi, la définition globale qu'on peut donner, c'est quand on a véritablement un phénomène où on va surinvestir une de ses identités au détriment des autres. J'explique le truc. Je suis une femme, j'ai 40 ans, je suis parisienne, je suis française, je suis d'origine hollandaise, je suis toute une série de choses différentes. Vous voyez, en gros, j'ai une identité multipolaire. Mon identité, elle a plusieurs aspects. Je deviens fanatique à partir du moment où je dis « je suis une femme » avant d'être française, occidentale, enfant de machin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on est des individus avec des identités complexes, multiples, avec plein de facettes identitaires, et le fanatique, c'est celui qui va se définir à travers une seule de ces facettes identitaires. C'est une forme de déséquilibre où il va mettre toute son énergie à ça. D'accord? Voilà, on peut dire ça. Alors, à votre deuxième question par rapport au fanatisme, vous m'aviez dit? C'était les conclusions par rapport à votre travaux de recherche. Ah, mes conclusions. Alors pour moi, on a des bonnes raisons d'être fan. Alors j'emploie le mot fan ou fanatique, mais entendons que c'est quand même le même mot. Hein. Finalement, c'est exactement la même chose d'être fan de football que d'être fanatique de, je sais pas, n'importe quelle religion ou idéologie politique. C'est pareil. C'est le même phénomène. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. C'est le même phénomène que quand on est amoureux, dans ce qu'on appelle la suggestion amoureuse. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux de quelqu'un de manière vraiment passionnée, vous voyez, au point de ne plus pouvoir vivre sans l'autre, il y a une forme de dépendance comme ça qui va se créer. Pourquoi? Parce que l'individu va projeter finalement son idéal personnel à travers l'autre. Et il se dit, si cet autre ne fait pas retour, j'atteindrai jamais mon idéal quelque part. Et pire encore, il va être complètement, vu que j'ai projeté à l'extérieur de moi mon idéal personnel, je vais être dépendant de cet autre en permanence, parce que mon idéal, c'est ce qui fait que je me lève le matin. Donc, ce que moi j'ai observé dans mes recherches, c'est très vaste, il y a beaucoup de conclusions, mais je vais essayer vraiment de faire simple, c'est que c'est un phénomène universel d'abord, d'accord, qui n'est pas forcément observé. Il y a des gens, ils sont fans de leur boulot, d'autres sont fans de leur voiture, d'autres de leur chien, d'autres de leur femme, et puis voilà. Et puis il y a des gens, ils sont pas fans, ou on est fan parfois à certains moments de notre vie. Et précisément à quel moment on devient fanatique, c'est quand on a besoin de construire quelque chose qui a un lien avec notre identité. Vous voyez, prenez un adolescent. Un adolescent, il n'a pas d'identité personnelle. Il n'a que l'identité qu'on lui assigne parce que il est fils de boucher ou fils d'instituteur. Voilà, il n'a que l'identité qu'on lui donne, que ses parents peuvent lui permettre d'avoir. Donc qu'est-ce qu'il va faire le jeune pour s'affirmer? Il va aller chercher de la musique. Il va aller adhérer à un groupe de rock. Et il va commencer à afficher son appartenance sociale. Bah, moi, je suis punk, tiens, je vais me mettre une crête, parce que ça représente quelque chose de mon identité. Et bien, chez l'adulte, c'est pareil. C'est que des fois, il y en a certains, ils vont souffrir d'un manque de visibilité sociale. Par exemple, les minorités ethniques, ou les minorités sociales. Je pense au rap, par exemple. Vous savez, le rap, c'est un phénomène qui est presque un phénomène politique. On passe par l'art pour trouver une visibilité sociale dans la société. Parce que ces individus ont été exclus des structures sociales, ils vont à un moment donné prendre un micro, faire des textes revendicatifs et représenter une communauté. C'est pour ça qu'ils disent toujours « represent », il faut que je te représente, je représente ma communauté. Et dès qu'ils commencent à marcher, ils ne représentent plus leur communauté, alors on dit « ah ça y est, il s'est vendu, c'est un pilier commercial, etc. » Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on a des besoins identitaires à la base qui vont créer des besoins d'adhésion. Donc ça peut être de la visibilité sociale, mais ça peut être un besoin de s'affirmer en tant qu'individu, ça peut être la reconnaissance. Vous voyez, par exemple, un fan comme Philippe Manœuvre, ben, il a trouvé de la reconnaissance sociale grâce à ça. Et je vais aller plus loin, je parlais de Mathieu Chédid tout à l'heure. Cet artiste où il a commencé la guitare parce qu'il était fan de Jimi Hendrix.
Donc en fait, imiter Jimi Hendrix, parce que c'est un phénomène de fan d'être un imitateur. Le sosie là qui se déguise en Michael Jackson par exemple, il fait quoi? Il l'imite. Mais il l'imite dans quel but? Dans le but d'apprendre lui-même un art. Donc c'est ce qu'a fait Mathieu Chédid. Il a imité comme un fan lambda Jimi Hendrix, et finalement, grâce à ça, il a développé un talent, le talent de la guitare. Et il a fini par devenir une star qui elle-même fédère, etc. Et vous observerez que chez les fans, il y a les fans qui réussissent. Alors peut-être on peut considérer que j'ai été une fan de Michael Jackson, qui a réussi vite fait, hein, bon. Mais tout de même, j'en ai fait un livre. Il y a des gens qui ont vachement mieux réussi que moi, hein, dans ce domaine-là, dans leur fanitude. J'ai rencontré des tas de fans qui ont écrit des livres, qui sont vendus à 50 000 exemplaires, qui ont été édités dans plusieurs pays, et qui sont devenus eux-mêmes finalement des figures de référence pour les autres. Voilà, donc il y a toujours en fait, ce n'est pas une pathologie d'être fanatique, c'est une nécessité identitaire qui survient quand on a un manque identitaire. Et c'est là où justement, dès qu'on est en fragilité, on est en danger. Par rapport à nos croyances, par rapport à nos adhésions, par rapport à l'influence que les médias, et tous ceux qui savent très bien ce que je suis en train de vous dire, vont mettre en place pour nous capter, pour capter notre attention, pour nous séduire, pour nous détourner de nous-mêmes. Et c'est ça qui va amener après à des conduites extrêmes, comme le terrorisme. Il ne peut pas y avoir quelque part de conduite radicale si on est dans un terrain où on est accueilli, si on est reconnu, si on est entendu, aimé. Vous voyez? Donc c'est l'expression d'un manque à être, en fait. Le fanatisme, il peut être transitoire, et il peut être aussi constructif. La plupart du temps, il est constructif. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Moïse. Tu peux prendre le micro. Hein. Bonsoir. En effet, pour le mot fan et fanatique, je ne rejoins pas. Après, je reviens à l'idée de revendiquer d'être femme et la séparation entre femmes et hommes aussi. Est-ce que ce n'est pas le monde matérialisé qui a fait que les gens, aujourd'hui, ils sont vraiment déroutés? Voilà, merci. Merci à vous. Oui, je pense que la modernité a généré un certain nombre de problématiques. D'abord, effectivement, le matérialisme, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, l'idée que l'être et l'avoir, c'est quand même des choses très différentes, et qu'on nous fait croire que pour être, il faut avoir, quand même, donc ça c'est embêtant. Le marketing, évidemment, qui est quand même assez moderne, assez récent, nous a créé plein de désirs imaginaires, nous a indiqué, les mass médias nous ont indiqué de manière massive c'était quoi qui était désirable de qu'est-ce qui n'était pas désirable. D'ailleurs, je fais un petit parallèle comme ça, justement, on parlait du corps de la femme tout à l'heure. On voit bien qu'en France, au XVIIe siècle, être une belle femme, c'était être blanche, très très blanche, un teint pâle, et être très très en chair. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il faut être bronzé et mince. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la beauté, c'est correspond à l'idéal social d'une société. Autrement dit, quand vous êtes riche, vous êtes beau. Et donc, au XVIIIe siècle, quand on était grasse et blanche, ça voulait dire qu'on n'allait pas travailler au champ sous le cagnard, donc on était riche. Aujourd'hui, quand on est bronzé et qu'on est mince, ça veut dire qu'on est riche, parce qu'on sait que plus on est riche aujourd'hui, plus on est mince, par exemple, vous voyez. Donc la femme qui est pourquoi elle est bronzée? Parce qu'elle a le temps de voyager, elle n'a pas besoin de bosser. Pourquoi elle est mince? Parce qu'elle peut manger équilibré. Essayons de manger tous les repas équilibrés, et voyons voir combien ça nous coûte. Et mangeons de la junk food, des boîtes de conserve, et puis voyons comment ça nous coûte. Vous voyez, donc, observons ça quand même, que ce qu'on nous dit, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est riche. Ce qui est désirable, c'est la richesse, en fait. Donc ça fait peur quand même. Et ça on est ancré là-dedans, depuis qu'on est né. Donc oui, moi je crois qu'il y a une forme, le matérialisme, oui, l'attachement à un imaginaire qui est complètement déconnecté de la vérité profonde de l'être. C'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se rencontrer.
Mais je voudrais ajouter à ça aussi la question aujourd'hui de l'autodétermination. Vous voyez, aujourd'hui, on est entré dans cette idée, parce que la modernité nous a offert quand même une possibilité, c'est celle de ce qu'on appelle la mobilité sociale. Autrement dit, mon père est boucher, avant j'étais bouchère, quoi, par héritage. Aujourd'hui, on peut dire, bah non, mon père il est boucher, mais moi je serais informaticien. C'est plus facile aujourd'hui, même si c'est pas toujours si facile que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je réussis ma vie, c'est grâce à moi, et si je la réussis pas, entre guillemets, déjà le mot réussir sa vie, vous voyez, entendez le mot, si je la réussis pas, c'est ma faute. Donc je suis responsable de mon devenir. Et ça, quelle pression énorme! Tout d'un coup, on a dit aux gens, décidez pour vous-même. Et alors avec Internet, qui a permis d'ouvrir tous les modèles culturels et modèles de devenir, en fait, on a permis aux gens de choisir ce à quoi ils veulent croire. Ce à quoi ils veulent croire, ce à quoi ils veulent adhérer. On peut être en France et s'habiller comme un japonais, vous voyez? On peut devenir fan de manga, alors qu'on est en France. Il y a un siècle, c'était impossible, puisqu'on n'était jamais mis en contact avec la culture japonaise. Donc cette espèce d'hyper-choix permanent, tiens, j'ai le choix. Mais comment l'individu est confronté à lui-même à ce moment-là? Mais moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je sais ce que je veux concrètement? Est-ce que je sais choisir? Vous voyez, c'est très difficile cette question-là. On n'a pas été préparé, on a été propulsé là-dedans. On est passé d'un truc où on était absolument pas libre, hyper déterminé, à quelque chose où on a l'impression de l'hyper-choix. Et en même temps, parallèlement à ça, on a plein d'injonctions contraires qui nous disent oui, tu peux choisir de faire ça, mais tu seras mal vu par la société si tu fais ça. Vous voyez, donc cette espèce de double contrainte permanente qui rend schizophrénique, où on nous dit quelque part, faut être un bon vivant, mais en même temps, faut manger 3 petits pois. C'est schizophrénique. Il faut être une bonne mère au foyer, et puis il faut être en même temps une maîtresse extraordinaire pour son mari. Et puis il faut être une working girl, et puis en même temps une bonne mère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend fou. Je pense que ça rend fou. Voilà, donc on est dans une société qui est en train de devenir folle, je crois. Enfin, c'est bon, si je dois dire ça comme ça, de manière un peu extrême. D'autres. Moukran, tu veux parler? Oui. Qu'est-ce qu'elle a le micro, Moukran? Si. Un, deux. Oui, ça marche. Oui, alors moi je voulais juste vous poser la question si vous connaissez les travaux de Pierre Carl, comme vous avez cité un titre d'un de ses films, parce que là en vous entendant ça m'a renvoyé 25 ans en arrière, et à l'époque on parlait de neuromarketing, avec bien sûr tout le travail de réflexion là-dessus de la part de Pierre Bourdieu et d'autres sociologues de l'époque. Ça c'est le premier point, j'ai l'impression de revisiter à 25 ans, mais quand je vous entends parler, c'est comme si vous découvrez ça maintenant. C'est pour ça que je vous pose la question, si vous connaissez, comme ça traitait des médias déjà à l'époque, on appelait le 5e pouvoir ou le 4e pouvoir, je me rappelle plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais savoir comment ça s'appelle. J'ai perdu l'idée. Mais bon, si elle me revient, je reposerai la question. Ça, la première question, c'est déjà... Pas de souci, mon problème. Oui. Alors oui, je connais, pardon, je voulais dire quelque chose avant que je réponde. Pas du tout, au contraire, répondez. D'accord. Oui, je connais bien sûr tous ces penseurs, qu'ils soient journalistes ou chercheurs. Ça fait depuis que les médias existent qu'on les pense, vous savez. Donc je veux pas dire que vous dites j'ai l'impression de les découvrir. Non, je ne le découvre pas. Bon, j'ai 40 ans, donc il y a 25 ans, j'avais 15 ans. Enfin, si je suis pas, c'est ça. Et donc, non, parce que je suis très nulle en maths, par contre. Ouais, alors ça, faut pas attendre de moi que je sois bonne en calcul mental. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'à 15 ans, j'avais pas forcément conscience de ces choses-là. Moi-même, je suis prise de mes conditionnements. Et j'y travaille énormément à tout déconditionner. Et Dieu sait qu'en fait, on est conditionné, mais on se rend pas compte jusqu'où, c'est terrible. Donc les médias, en fait, ce que moi j'entends dans votre remarque, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Ou peut-être que ça a évolué en pire, vous voyez, parce que justement, on a ajouté à cette espèce de concentration masse médiatique l'hyper-choix, qui est un faux hyper-choix, puisque la plupart des grandes chaînes, on a rajouté la TNT, mais c'est les mêmes groupes. On a dit, il faut ouvrir à la diversité, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes groupes, il n'y en a pas d'autres, ils sont tous, c'est toujours les mêmes, voilà. Donc en fait, on nous fait croire, un petit peu comme aujourd'hui on nous fait croire aussi, alors bon là je
je sais pas si vous allez souscrire à ce que je vais dire, mais on nous fait un peu croire à la démocratie, vous voyez. Voilà. Alors, je retrouve ma deuxième question. Mais c'est tout simplement, si j'ai parlé de Pierre Cave, tout simplement à l'époque, moi je venais d'arriver de Kabylie, de mon village. J'étais totalement ignorant en langue française. Et c'était ma première rencontre avec le cinéma Saint-Michel. J'étais perdu, je ne sais plus comment je me suis retrouvé là-dedans, mais à ce moment-là, j'étais vraiment influencé et je ne regardais plus la télévision. Ça veut dire qu'il est déjà en 96, 97 jusqu'à aujourd'hui. Et les médias, moi, ne m'intéressent pas. Dans le sens, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réflexion. La question que j'avais perdue, qui m'est revenue, c'est vous avez connaissance du livre L'éloge de la fuite de Henri Labouré. Oui. Si vous pouvez nous dire votre ressentiment au moment de la lecture, si vous avez mémoire, bien sûr, de la chose. Alors, pour préciser, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Henri Labouré, L'éloge de la fuite. Donc c'est un livre de sociologie qui nous explique qu'on a 3 possibilités face au stress. Le premier, c'est de dire, le stress, je le combats. Vous voyez, c'est des gens qui luttent, en fait. Et puis la deuxième, c'est de rien faire. Et le troisième, c'est de fuir. Et on s'est rendu compte que fuir, finalement, était une bonne option, parce que c'était très économique en termes d'énergie, et que ça nous sauvait de la maladie, voire de la mort. Parce qu'en fait, quand vous subissez un stress, une attaque, et Dieu sait qu'on en subit, si vous ne faites rien contre, en fait, à un moment donné, ça va vous rendre malade et vous allez mourir. C'est ce qu'a montré, en tout cas, ce livre, ce sociologue, si je le résume suffisamment bien ou pas. Surtout, il a parlé des artistes et du snobisme, etc. C'était ça l'optique qui rejoignait un petit peu l'objet du café littéraire. C'était par rapport à vos propos, par rapport à l'art, la chanson, etc. C'est pour ça que je vous ai... Alors j'ai moins en tête toutes ces autres considérations, je m'en excuse. Ça fait quelques années, peut-être bien plus de 10 ans que j'ai dû lire ce livre. Donc j'en ai gardé moi essentiellement cette idée-là, c'est que qu'on combatte ou qu'on fuit, finalement, on se sauve, et c'est ça qui est important, voilà. En fait, juste pour un petit rappel de mémoire par rapport à cet ouvrage, en fait, il fait une comparaison entre les organes humains, comment ils se constituent, etc., par rapport à toute l'organisation et l'accord entre les organes qui arrivent quand même à vivre, et machin, etc. À un moment donné, il parlait des artistes qui n'arrivaient à rien. Et surtout, il dénonçait le snobisme de l'artiste. Quand et d'ailleurs la phrase phare et celle qui est reprise souvent pour citer Henri Labouré et l'éloge de la fuite, c'est il dit quand l'artiste est reconnu, il dit parce que je suis bon, quand il n'est pas reconnu parce qu'il produit de la merde, comme celui qui est reconnu qui a produit de la merde, et il dit je suis pas reconnu à ma juste valeur. C'est à peu près cette idée du livre de l'éloge de la fuite. Ce que vous venez de citer, c'était le livre précédent à suivre. Ah bon? Oui, alors je mélange. Voilà. Excusez-moi. Merci pour votre réponse. Merci à vous pour votre éclairage. Effectivement, les artistes eux-mêmes sont captifs de ces problématiques de reconnaissance, comme tous les individus. En fait, si on n'a pas la reconnaissance, on a l'impression qu'on est des merdes, alors que non, on n'est pas des merdes, hein, je veux dire en fait. C'est juste qu'on ne correspond pas au formatage, quoi. On n'est pas conforme. Et vous voyez, aujourd'hui, on est dans la société de la norme. Alors, je peux faire référence à un autre sociologue qui s'appelle Roland Gori. Je vous invite vraiment à lire ses travaux, où justement, il a montré que plus on est dans une société normative, ça veut dire qu'il faut correspondre à des normes, plus on est dans la dictature, en fait. Plus on va vers le fascisme. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on se libère et qu'on laisse place, justement, à la richesse, à l'individualité, à la différence, en fait. Qu'on arrête de vouloir tous être sortis du même moule, parce que c'est extrêmement pauvre d'être tous semblables. Et puis c'est écrasant, personne ne peut être à l'image de ce qu'on a envie qu'on soit, quoi. Et donc, parce qu'on n'est pas conforme, parce qu'on n'est pas comme on devrait être, alors on ne va pas se sentir aimé, on va se sentir indigne. Et ça, c'est un vrai problème, la question de se sentir indigne. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vachement de mal à accepter d'être aimé aussi. À accepter qu'on nous fasse un cadeau, parce qu'on estime que, attends, tout cet amour pour moi, là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je vaux pas tout ça. Vous voyez, en fait, c'est les premiers finalement, on est les premiers à se mésestimer. Et c'est terrible. Regardez les femmes, souvent, alors je sais pas s'il y a des hommes et des femmes, donc c'est bien, vous allez pouvoir nous dire si vous ressentez la même chose que moi, mais moi, j'ai l'impression que les femmes, elles voient leur mari toujours comme un être extraordinaire. C'est un héros, quoi. Même si lui, il estime qu'il est tout pourri, souvent la femme a dit il est magnifique, ouais.
Et l'homme, il se dit, mais non, attends, je passe une muse, je passe ceci, je passe cela, il faut que je... Mais si, mais t'es beau, mon chéri, mais mais pourquoi tu... Et du coup, lui, il se rend malheureux, et elle arrive pas à lui dire, tiens, prends mes yeux, regarde-toi à travers notre regard à nous, de celui de l'amour. Alors, sans doute, pour les hommes, peut-être c'est pareil, hein, peut-être que vous aussi, messieurs, vous voyez vos femmes comme des déesses, et qu'elles-mêmes, elles se trouvent pas belles, ou ceci. Ça dépend comment il le regarde. Il y a les yeux du visage et les yeux du cœur. Elle peut l'aimer par sa beauté d'âme. C'est vrai, mais en tout cas, observons que bien souvent, ce qui fout la merde, excusez-moi mon langage, dans un couple, c'est que justement, on doute, c'est le doute. En fait, c'est la peur, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur de l'attente de l'autre. Et ça, les hommes, souvent, ils n'aiment pas qu'on attende d'eux. Ils ont l'impression qu'on attend 1000 trucs, mais en fait, on n'attend rien, on attend juste eux. Et voilà, mais ah non, elle attend quelque chose de moi, je peux pas lui donner ce qu'elle attend. Mais c'est toi que j'attends, donc tu peux me donner ce que tu es. Vous voyez? Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, on a mis la pression aux hommes. On leur dit, il faut que vous soyez comme ci, il faut que vous ayez réponse à tout, il faut que vous gériez tout, vous soyez super fort, que vous soyez inébranlable, que vous résolviez tous nos problèmes. Alors que nous, on veut pas résoudre nos problèmes, on veut juste que vous nous écoutiez et que vous nous rassuriez. Voilà, bon, je suis une femme, je parle au nom des femmes, hein, mais évidemment, si des hommes veulent parler et nous dire ce qu'ils attendent de nous, moi, je serais ravie. Ah, vous attendez la même chose, bah voilà, vous voyez. Oui. Tu prends le micro, hein, moi je fais un autre poète. Il y avait madame c'est tout qui voulait parler. Ah oui, Pierrette, donne le micro à Pierrette alors. Oui, bonjour tout d'abord, et puis merci parce que tout ce que vous dites, moi ça fait écho en moi. Donc ce que je voulais d'abord dire, c'est qu'en vous écoutant, je ne parle pas que pour moi, mais je pense qu'on a l'impression d'être dans un mauvais livre de science-fiction. C'est profondément ce que je ressens. Mais tout ce que vous dites et que vous expliquez merveilleusement bien, c'est la société dans laquelle on est. On en est plus ou moins conscient. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut faire individuellement. Voilà, c'est mon ressenti. Alors, ce qui me touche, c'est que dans votre parcours, vous aviez la possibilité, puisque intellectuellement, dans l'analyse, dans plein de choses, vous auriez pu vous y installer dans cette société. Vous en aviez largement la possibilité, vivre tranquillement, parce que vous faisiez certainement un métier qui vous passionnait, je pense, à un moment donné, je l'espère pour vous. Vous n'avez pas fait tout ça pour être déçu. Mais à un moment, peut-être, je ne sais pas, dans votre parcours de vie, parce qu'on en a tous, on a un moment, un éveil, par rapport à des événements ou pas, par rapport à l'éducation qu'on a eue, je ne sais pas. Vous vous êtes dit, je me trompe, ça va pas, ça me dérange. Et vous avez remis tout en question, je pense. Vous avez quitté un confort moral, financier, parce que je pense que vous deviez bien gagner votre vie. Et dans cette société, c'est important excusez-moi, ce sont les valeurs que vous dénoncez, mais c'est une réalité. On existe à travers ce que l'on représente, et pas forcément ce que l'on est réellement. Et votre démarche, c'est de nous dire, existez pour vous dans cette société. Si j'ai bien compris, si je ne me suis pas trompée. Alors, vous avez décidé quelque chose de très fort. Moi, j'ai eu la possibilité de faire ça, c'est-à-dire de rentrer en résistance par des actions encadrées par des syndicats, des partis politiques. Je n'avais pas d'autre choix, je suis d'une autre génération que la vôtre, je n'ai pas votre niveau d'études, mais à travers ces représentations de société, j'y ai trouvé des réponses, des aides. On m'a accompagné, on m'a pris la main. Vous, apparemment, avec d'autres, le monsieur qui est peintre, voilà, vous avez la possibilité de rentrer en résistance. Vous sentez qu'actuellement, dans notre société, il y a des mouvements individuels. Vous parlez des gilets jaunes à juste titre, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui se disent, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible, je n'existe pas, je suis malheureux. L'avenir de mes enfants, est-ce que ce que je leur construis, est-ce que ça va le faire? Tout est mondialisé. Tout ce que vous avez dit, vous avez entièrement raison. Mais que peut-on faire? Moi, c'est ma grande question.
j'adhère à tout ce que vous dites. Là, je vais repartir. Vous n'allez pas me donner une solution. Hein. Je vais passer la porte. Je sais que je vais repartir pauvre comme Job. Hein, pareil. Hein. Mais vous avez au moins l'honnêteté de nous alerter. Après, vous êtes peut-être dans la même interrogation, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être une idée. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre question et pour votre commentaire, tout ça. Et votre analyse, c'est assez juste. Je n'aurais jamais pu vivre dans le confort parce qu'en fait, je me suis longtemps tue, vous voyez, j'ai écouté, les gens parlaient beaucoup, j'ai énormément analysé. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim quelque part. Voilà, donc j'arrive pas à être tranquille, voilà, déjà par principe. Je pense qu'il y a cet appel en moi, de cette âme qui est là, en fait, que j'entends et je ne sais pas la faire taire, vous voyez, cette âme. Donc en fait, dans ma vie, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'ai jamais eu de CDI, par exemple, dans ma vie. J'ai toujours vécu en suivant les opportunités de la vie. Et ce qui aujourd'hui pour moi a été une solution, parce qu'effectivement, ça fait quelques années que je suis hors système. Je dis clairement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de collègues de travail, je n'ai pas de rémunération fixe. J'arrive néanmoins à entreprendre des choses. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Voilà, la vie m'a permis, j'ai eu cette chance de construire plusieurs outils qui m'ont permis de naviguer dans des secteurs très différents. Mais je n'ai jamais recherché ça. J'aurais pu effectivement faire carrière dans la télé, on m'a proposé des sommes astronomiques pour produire de la merde, je vous le dis très clairement. Mais je suis une idéaliste, c'est dans ma nature, et je pense que c'est la spiritualité qui m'a donné une réponse à cette recherche de liberté qui était la mienne. Vous voyez, moi aujourd'hui, je crois, après avoir très longtemps été quelqu'un de très proactif, c'est-à-dire j'ai toujours été très active, toujours été en anticipation des choses, et j'avais toujours, vous voyez, des projets à 6 mois en avance, vous voyez. Et puis à un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça. Et qu'il fallait que je le laisse venir à moi. Et que je m'abandonne à la vie. Et en fait, très concrètement, j'ai capitulé. Ma tête, qui avant dirigeait, disait il faut faire ci, qui avait la croyance qu'effectivement, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais plus pouvoir payer mon loyer. J'ai arrêté de croire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps de déprogrammer ça, de croire qu'on a besoin de travailler pour gagner de l'argent, par exemple. Alors je sais, ça paraît aberrant ce que je veux dire, il y a plein de gens, ils comprennent intellectuellement, mais ils ont du mal à comprendre d'un point de vue de la pratique. Mais d'une certaine manière, je suis entrée dans ma foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la confiance. Donc j'ai la foi en la vie, et je me dis que je dois me laisser porter. Il faut que j'accepte que c'est pas moi qui décide, moi en tant que personne. Moi, j'ai une vision très, très restreinte de ce qu'est la vie, de ce qui va m'attendre demain, j'en sais rien. Par contre, mon âme, elle, peut-être, elle sait déjà tout ça. Mon âme, elle a une idée de ce qu'elle veut accomplir sur cette terre. Vous voyez, comme la musique, à un moment donné, c'est venu à moi. Pourquoi? Moi, il m'a fallu des années pour accepter que j'allais chanter, parce que pour moi, je ne savais pas chanter, je trouvais ça ridicule. J'étais pas du tout à mon aise, puis je suis une ancienne timide, maladive. Vous voyez, tout d'un coup, et là, je me retrouvais à faire de la musique devant des gens. Ça n'a pas de sens. J'ai passé 10 ans à étudier pour faire de la musique. À 40 ans. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, j'ai accepté de lâcher prise, justement. C'est très dur de lâcher prise. Parce que ça implique qu'il faut changer nos croyances. Et la croyance première, c'est de dire, si je n'agis pas, je vais mourir. Si je ne cherche pas de travail, j'en trouverai pas. Vous voyez, par exemple, quand Sarkozy, en 2007, a dit « travailler plus pour gagner plus », moi j'ai pensé « non, travailler moins pour gagner plus ». Et je me suis dit « c'est ça qu'il faut que je fasse ». Donc déjà, j'ai arrêté d'aller faire des petits travaux qui prenaient toute mon énergie. Ça m'a permis, du coup, alors vous allez dire, mais comment? C'est facile à dire, d'accord. La vie est bien faite. Quand vous posez une intention, c'est ma conviction, quand vous posez une intention, elle vous conduit là où vous voulez aller. Parce qu'en fait, c'est déjà écrit, quelque part. On a tous ces potentiels-là, ils attendent juste d'être éveillés. Donc, d'une certaine manière, j'ai fait confiance à la vie. Et puis, j'ai arrêté de chercher du travail. Et du coup, le travail est venu me chercher. Mais vraiment, c'est-à-dire que le truc je pourrais vous raconter tellement d'anecdotes complètement folles. Je sais pas comment j'ai fait un disque qui m'a coûté... J'ai investi 25 000 € dans mon disque. J'avais 0 €. Quand je dis 0, j'ai commencé, j'avais peut-être 2 000 € de côté. Je me suis dit, bon, avec ces 2 000 €, je peux au moins commencer. Et mon intention était simple. Je me disais, de toute façon, que ça me prenne 1 an ou 10, je ferai ce disque. Même si je sais pas comment. Vous voyez, on parle de la loi de l'intention dans la spiritualité. La loi de l'intention, c'est
J'ai l'intention de faire ça, même si je ne sais pas comment. En fait, c'est pas à moi de me préoccuper des moyens. Moi, je dois me concentrer sur ce qui appelle en moi. Ce qui appelait en moi à ce moment-là, c'est ça. C'était faire un disque. Et je pouvais pas dire pourquoi, mais je devais le faire, donc je l'ai fait. Vous voyez? Et la vie, quand j'ai dit, bah tiens, j'ai besoin de trouver un studio d'enregistrement après avoir travaillé sur mes chansons pendant 3 ans, la vie m'a envoyé quelqu'un qui m'a dit, ah, mais tu sais que je travaille dans un studio d'enregistrement? Ah bah non, je savais pas. Et tu veux que je te présente le patron? Bah oui. Et puis j'ai rencontré le patron, et puis on a eu un coup de foudre, ça a duré 4 ans, enfin pas 4 heures, pardon, le rendez-vous. C'était un coup de foudre professionnel, hein, je précise, parce que c'était ambigu ce que je venais de dire. Et donc il est devenu mon coproducteur, et donc j'ai pu faire un disque sans avoir à payer le studio. Vous voyez, et j'ai même pas cherché, j'ai même pas envoyé passer un coup de fil à quiconque pour trouver un studio. Le studio est venu. Et ça, des anecdotes comme ça, j'en ai tellement. J'en ai tellement que je pourrais pas vous les citer, tellement j'en ai. Enfin, ça vous épuiserait. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous investissez une intention, et cette intention fait de votre cœur, il a raison. La tête, elle a tort. La tête, elle dit, mais non, mais enfin, tu crois, mais t'es fou, pourquoi tu crois ça, etc. Moi, j'ai été élevée avec ça. On me disait toujours, tu rêves, ma pauvre fille, t'es une idéaliste, tu vas te faire bouffer, tu veux faire ci, ça n'arrivera jamais, renonce. Et moi, comme je suis une idéaliste, quand on me disait ça, je me disais, mais alors à quoi bon vivre? Et je disais, pour ne pas crever, parce que sinon je me serais foutu en l'air, je pense. Pour ne pas crever, je me suis dit, ils ont tort. Après tout, lui, là-bas, il arrive à faire de la musique, lui, il arrive à faire du cinéma, lui, il arrive à vivre de ses rêves. Pourquoi pas moi? Je suis pas plus con qu'un autre. Donc, je me suis dit, c'est possible. Il faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent que c'est pas possible. Voilà, donc moi, ma solution, je sais pas si c'est une solution qui va à tout le monde. En tout cas, moi, celle que j'utilise dans ma vie, c'est de ne pas penser, justement, à ce que je vais devenir. Si je commence à y penser, je suis en panique. Vous voyez? Je veux dire, j'ai un petit garçon... c'est compliqué. Je sais que je toucherai jamais la retraite. Mais j'ai la foi. Je me dis que la vie, elle m'emmènera toujours là où je dois aller. Et que même si c'est dur, même si parfois c'est un goût amer, hein, même si parfois on galère, etc., ben en fait, c'est toujours pour une bonne raison. Si je trouve pas l'argent, là, ben c'est parce que, tiens, si j'avais cet argent, je le dépenserais dans un mauvais truc. Ou parce que j'irais trop vite. Et la vie, elle me dit, va ralenti. Vous voyez, par exemple, j'ai pas l'argent pour le moment pour faire le mastering de mon disque. C'est pas grave, bon, il me manque 2000 balles, c'est pas énorme. Mais je sais très bien que si j'avais fait le mastering, peut-être que j'aurais sorti le disque. Mais peut-être qu'il ne faut pas que je le sorte maintenant. Peut-être qu'il faut qu'il sorte dans 1 an. Et ça, j'en sais rien, moi. Donc je m'abandonne complètement à ce que la vie m'apporte. Inch'Allah, comme on dit. Vous voyez? Voilà. Et je vous assure, essayez, faites des petites expériences comme ça. Et ça marche. Ça marche. Il y a une loi importante à ajouter à la loi de l'intention, c'est la loi de l'alignement, c'est-à-dire qu'il faut être aligné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir quelque chose juste de notre tête que notre cœur ne veut pas. Vous voyez, par exemple, on se dit, ah, moi je veux être riche. Mais non, au fond, est-ce que tu veux vraiment être riche? Est-ce que ton âme, elle veut être riche? Ton âme, peut-être ce qu'elle veut, c'est se prouver à elle-même qu'elle est capable de conquérir, de se conquérir elle-même. Et donc, si elle était riche, elle croiserait vous feriez comme ça, elle dirait, oh, vous voyez, peut-être qu'on a passé 4 vies avant à être riche, et que l'âme, elle se dit, il y en a marre. Alors maintenant, tu vas galérer, parce que si tu galères pas, tu comprendras jamais que tu es un roi à l'intérieur de toi. Voilà, donc moi, je suis dans cette philosophie-là, je suis dans cette espèce de transcendance. Maintenant, j'arrête de penser, j'arrête de discuter, de réfléchir, de débattre pendant des heures sur des sujets. Chacun croit ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, j'essaie de convaincre personne. Si un tel me trouve stupide ou moche ou machin, bah, il a le droit, voilà. Mais moi, je m'en fous. J'apprends à... En fait, plus on m'attaque, par exemple, dans ma vie, plus je vais affirmer ce sur quoi on m'attaque. Et tant pis si ça ne correspond pas à ce que la société a dit. Voilà, parce qu'en fait, plus je fais ça, plus je m'affirme dans qui je suis, plus j'aurai de chance de rencontrer les gens qui me correspondent et qui m'accepteront pour qui je suis. Et ça vaut dans le travail comme dans la vie. Parce qu'en fait, quand vous êtes qui vous êtes, que vous allez sur le chemin où vous devez être, bah vous rencontrez les justes personnes qui vous correspondent. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, par exemple, en train de vous parler d'un livre qui est sorti il y a plusieurs années, qui est même plus distribué, ou de mon parcours alors qu'on ne se connaît pas, parce que tout simplement, bah, voilà, on s'est croisés en chemin, sur un chemin comme ça, qui est le destin en fait. Et puis qui sait, peut-être ce soir,
On va créer d'autres liens, et ces autres liens nous emmèneront ailleurs, etc. Vous voyez, on ne sait pas. Voilà. Donc il faut capituler, se soumettre, dire voilà, je me soumets à toi, ma conscience supérieure, parce que toi tu sais, moi je sais pas. Et même si j'ai peur, et même si c'est irrationnel, et même si n'importe qui me dirait mais t'es folle, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, écouter notre cœur, quoi, sans se poser de questions. Juste se dire, allez, on y va, on joue. C'est très joli, merci. Mokhran, tu voulais dire quelque chose? m'a inspiré, du coup ça m'a rappelé 2 fois, mais quand vous avez dit Inch'Allah... Prends le micro, prends le micro. 1, 2. Oui, ça m'a rappelé deux proverbes kabyles qui disent, le premier il dit, un mot le vivant c'est de l'énergie. Voilà, littéralement en français ça veut dire ça. Et l'autre proverbe il dit, la vie n'est que la vie. Ça veut dire habite ton monde. Quand je m'arrête de regarder le monde s'arrête de me regarder. En ce sens, tout ce qui va relever de mon monde, c'est le monde que je lui aurais associé. Et en ce sens, je pense que le destin n'a rien à voir là-dedans, c'est plutôt une question des rails sur lesquels on veut le mettre. Voilà. Et ça m'avait inspiré ça, je me suis dit je vais rendre hommage à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Dans l'une disait la vie est énergie, un mot de ça, et l'autre qui disait la vie n'est que la vie, vivez-la pleinement, habitez votre monde et enchanté, bienvenue au nôtre. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bien. Oui, d'autres remarques, d'autres questions, s'il y a question ou s'il y a remarque. Sinon, moi, j'aurais une question pour Amélie. Donc, réussir sa vie, c'est quoi aujourd'hui alors? J'aime pas cette expression réussir sa vie. C'est comme gagner sa vie, j'aime pas du tout. Mais, pour moi, ce qui est l'enjeu de la vie, c'est l'être, voilà, c'est d'assumer qui on est. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Hein. On observe que tous nos freins sont souvent là où, sur les choses qu'on n'assume pas. Que le pouvoir, on le donne aux autres. On leur donne notre pouvoir de nous déterminer. Vous voyez, on donne de la crédibilité à leurs paroles, par exemple. On vous dit, ah, tu sais pas chanter. Moi, quand j'étais petite, on m'a plutôt dit que je savais pas chanter. Voilà. Si je les avais crus, j'aurais jamais fait un disque, vous voyez. D'ailleurs, à un moment, je les ai crus. J'ai cru ces gens. Donc, je pense que il faut se faire confiance à soi, c'est très difficile, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de voix contraires. Vous voyez, il y a la voix de la raison qui dit « Ah, fais ci, fais ça ». Alors là, il ne faut pas l'écouter, elle a tort en fait. Contrairement à l'idée, elle n'est pas raisonnable du tout, cette voix-là. C'est un enfer, cette voix-là. Cette voix-là, c'est la voix de l'injonction, de l'exigence, de l'intolérance, du refus à recevoir, accueillir le divin en soi. Voilà. Et puis il y a la voix du cœur, celle qui justement paraît absurde et irrationnelle, celle qu'on dénonce, celle qu'on dit « elle est naïve ». Moi, combien de fois on m'a dit « mais t'es naïve ». Quand je parlais avec les gens, finalement, à la fin, ils disaient « elle est peut-être pas si naïve que ça ». Oui, je suis pas naïve du tout. Mais je crois vraiment à cette idée que quand on est en alignement avec soi-même, quand on fait ce pourquoi on est là, en fait, parce qu'on est venu ici pour une bonne raison, moi j'en suis convaincue, alors on ne peut pas se tromper. Et s'il y a des obstacles sur notre parcours, ils sont nécessaires. Voilà. S'il y a des ralentissements, c'est qu'ils sont nécessaires. Il faut faire confiance, il y a une leçon à prendre. Moi, j'essaie d'apprendre tout le temps. Et donc, quand on essaie d'apprendre tout le temps, je pense qu'on ne peut jamais perdre. Parce que même si je me prends une tôle, j'ai appris un truc. Donc, demain, je serai meilleure. Et puis, au fond, c'est pas important de réussir aux yeux de la société. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui réussissent aux yeux de la société, en fait? On voit bien des tas de gens qui sont arrivés au sommet. Et au final, arrivés au sommet, ils disent oh, c'est pas ça, j'ai couru après un mirage. Combien il y en a? Je vous invite à aller écouter Jim Carrey parler, par exemple, aujourd'hui, qui, une fois qu'il a tout gagné, qu'il est devenu le roi du monde, il s'est rendu compte que, non, maintenant, il veut être prêcheur, le gars. C'est incroyable.
Mais moi j'y crois à ça. Je pense qu'en fait, il faut être en accord avec soi-même. Et encore une fois, il faut se reconnaître. C'est ça qui est le plus dur. Comme les autres ne nous reconnaissent pas, et qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, et qu'ils ne comprennent pas c'est quoi être véritablement, eh bien, il faut que nous, on se reconnaisse nous-mêmes. Tiens, bah moi j'ai telle qualité, et puis bah, je ne vaux pas moins qu'un autre. Et cette qualité, c'est mon talent. Et c'est ça que j'ai à enseigner. C'est ça que je suis venue apporter au monde. Il y a des gens, ils sont très bons pour écouter. Et ça, c'est une grande qualité. Et c'est ça qu'ils viennent enseigner aux autres. Parce qu'on apprend non pas avec des mots, hein, là je fais plein de blabla, mais en fait c'est pas les mots qui enseignent, c'est l'être, c'est le fait de faire. On voit bien les enfants, si on fait un truc, ils vont faire pareil, si on leur dit fais ci, ils feront pas. Voilà, ils vont faire ce qu'on fait. Bah, les autres c'est pareil, on les inspire en faisant, en étant qui on est. Voilà, donc je crois que la clé, ou en tout cas la réussite dans la vie, bah, c'est de réussir à être soi pleinement, sans avoir à se contorsionner pour obtenir la validation d'un autre à qui on a en fait donné notre pouvoir de nous déterminer. Voilà, être souverain, c'est ça. C'est dire, bah, j'arrête de donner mon pouvoir aux autres, à lui de faire pression sur moi, à l'autre de me menacer, à celui-là de me juger, ou à celui-là de me désirer ou pas, alors que moi je le désire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, stop quoi. Voilà, soyons souverains, déterminons-nous nous-mêmes, en acceptant tout simplement, en assumant qui on est, même si on est hyper imparfait, mais on est magnifiquement imparfait. On est beau, en fait. C'est ça, la beauté, c'est l'être, c'est la vibration, c'est le cœur, c'est ce qui s'échange, c'est le rayonnement. C'est pas ce qu'on fait, ni ce à quoi on a l'air, ni... Voilà, c'est pas ça la beauté. La beauté, c'est l'amour, en fait. Donc, nous sommes des êtres d'amour. On nous fait croire qu'on nous transforme en êtres de peur, en permanence. Les médias, ils sont là pour nous dire « Ah, il faut avoir peur du voisin, il faut avoir peur à l'école de celui-là qui va te voler ton travail, même à 3 ans, à 4 ans. » Ça y est, on est déjà conditionné là-dedans. Voilà, donc réussir sa vie, bah, c'est juste vivre, je crois, en fait. Vivre, et puis se laisser aller à qui on est, et s'assumer, s'accepter, même si on est moche, même si on est laid, même si on a des colères, même si on est injuste. Ben voilà, on est aimable quand même, en fait. Absolument. D'autres remarques? D'autres, oui? J'avais une dernière petite question. Ouais, le micro, il est juste à côté de toi. Moi, j'avais encore une petite question. Encore une fois, merci pour votre intervention. C'est vraiment intéressant. Alors, le son n'est pas mis, je crois. C'est pas mis encore. 1, 2. Voilà. Oui, c'est bon. Bon. Encore une fois, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une petite question peut-être assez naïve. C'est comment doit-on faire pour faire changer les choses à notre échelle, à notre toute petite échelle, pour contribuer d'une façon positive à cette société? Vous, donc, il y avait côtoyé ces lobbyistes, le monde des multimédias, donc ces grands lobbyistes. Est-ce que donc il y a quand même un message positif que vous véhiculez, il y a une certaine lueur d'espoir pour que ça change, ou bien on est condamné, voilà, c'est un cheminement, enfin, c'est pas, voilà, c'est eux qui dirigent, c'est, voilà, c'est à leur bon vouloir, et voilà. Alors moi j'ai beaucoup d'espoir, hein, parce que si j'en avais pas, je serais pas là, je crois, en fait, à vous parler. Pour moi, en fait, ma manière de faire, c'est comme monsieur, j'ai arrêté les médias, j'ai même arrêté de voter, vous voyez, maintenant. En fait, j'arrête de participer à tout ce à quoi je suis en désaccord, déjà. Donc j'arrête de donner mon énergie à des gens que j'estime pas être légitimes, en fait, pour décider pour moi. Alors évidemment, ça a un coût, hein, je dis pas le contraire, ça a un coût. L'instabilité, l'insécurité, c'est un coût qui est dur à porter, tout le monde ne peut pas le faire. Chacun doit trouver sa propre voie, il ne peut pas y avoir une réponse, vous voyez, à votre question. Je pense qu'il faut être à sa place. Et notre place, seuls nous-mêmes la connaissons. Il faut arrêter de dire, ah bah oui, tiens, je veux faire ça parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il faut faire, etc. Voilà. Donc, moi, j'essaie de faire sans tous ces gens. Et je crois que si on arrivait à faire sans eux, c'est-à-dire, bah viens, on fait notre ville, viens, on fait notre village, on s'entraîne entre nous, viens, on fait notre économie, tout ça, c'est des bonnes idées, je trouve. Viens, on se passe d'eux. On les subit, évidemment, inévitablement, un minimum. Malheureusement, encore à ce stade. Mais moi, je crois que si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, ils seront obligés de nous rejoindre. Parce que nous, on fera notre monde et eux, ils seront dans le leur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'entends bien que c'est pas tout le monde ne peut pas le faire dans la même mesure, en fonction de ses contraintes, etc. Mais comme je suis très spirituelle, pour moi, c'est un changement de conscience. Vous voyez, cette idée qu'on a une conscience globale, en fait. On a un inconscient collectif. On est tous connectés. On a découvert le feu à tous les endroits de la planète en même temps.
Donc il y a quelque chose qui passe au-delà, vous voyez, des corps, là, on est connecté. Les idées, elles font leur chemin, chez tout le monde. Si vous, vous évoluez, si moi j'évolue, si tout le monde évolue, si chacun s'affranchit, si chacun redevient souverain, si chacun s'assume, si chacun se tourne vers l'amour et l'espérance et la joie, d'entreprendre, tout simplement, de s'entreprendre, de s'entraider, d'être ensemble, alors ça va contaminer les autres. Et on voit bien qu'il y a un éveil global là, qui est en train de se passer. On se rend compte à quel point ça va vite. Et donc cette vitesse, c'est comme une contagion, vous voyez, on a l'air de l'horizontalité, Internet c'est ça, c'est viral, on se contamine les uns les autres. Donc moi je suis convaincue que pour vraiment qu'on aide la conscience collective à passer à autre chose, à changer de paradigme, à changer de monde en fait, bah, il faut qu'on reste nous dans notre vibration la plus haute. Et donc plus je vais maintenir, alors que je suis enragée de voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'essaie de ne pas me laisser emporter par cette rage. J'essaie de rester dans ma joie, dans cette espérance justement, dans ce désir d'être ensemble. Parce que je crois que c'est ça qui est puissant. Et que ça agit, en fait, bien plus que ce qu'on croit. Et moi, on m'a tellement empêché dans ma vie, à des tas de choses, tout le temps, alors que je suis personne, je suis nulle part. Je me dis, c'est bien quand même, je dois avoir un certain impact pour qu'on m'embête comme ça. Voilà. Donc moi, je crois à cette idée que il y a une espèce de seuil critique, de masse critique. Je sais qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. J'ai un ami aussi qui est très là-dessus. Et quand on aura atteint cette masse critique, vous savez, c'est la théorie du 100e singe. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. C'est l'idée qu'on a mis des singes sur une île et on leur balançait des patates dans le sable, comme ça. Alors, ils étaient une colonie gigantesque de singes. Et un jour, on a pris un jeune singe et on lui a montré comment laver les patates dans le sable, enfin, qui étaient pleines de sable, avant de les manger. Et le jeune singe, trop content d'arrêter de manger des patates pleines de sable, est allé dans la colonie dire « Ah, regardez, j'ai une technique !» Puis tout le monde, tous les vieux singes ont dit « Ah, t'es qui toi avec ton innovation, là, on n'en veut pas, on veut pas t'entendre, personne ne l'a suivi, il s'est fait rejeter. » Mais il y a un autre singe, un autre jeune singe qui a dit « Ah oui, donc c'est pas con !» Puis il s'est mis à le faire. Puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et il a persévéré, ils ont persévéré, ils sont restés dans leur truc, même s'ils étaient exclus, même si tout le monde se moquait d'eux, jusqu'au jour où le 100e singe a rejoindre celui qui avait lavé ses patates, a joint le groupe, et alors là, toute la colonie s'est mise à adapter la nouvelle pratique. Autrement dit, n'oublions jamais, et ça la sociologie le prouve, que ce sont les minorités actives qui changent le monde. On n'a pas besoin d'être la masse. Seulement quelques individus suffisent. Et plus ils vont rayonner, plus ils vont envoyer fortement leur intention, plus elle a de chances d'amener le groupe exactement à l'endroit où ils ne veulent pas aller. Voilà. Mais on peut l'applaudir, effectivement. Oui, oui. Bravo. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, hein, avant que tu ne dédicaces un peu les quelques exemplaires de ton livre. Je sais pas, un petit message. Alors je voulais juste partager avec vous donc alors mon livre Michael Jackson n'a jamais existé, donc il parle de notre société, du phénomène Michael Jackson. J'en ai quelques-uns ici, ils sont plus édités si ça vous intéresse. J'ai donc un disque qui néanmoins est en précommande. Alors il n'est pas encore sorti, il y a des gens ils ont précommandé depuis 1 an, je préfère prévenir, ils ont toujours pas reçu. Mais j'ai la petite liste et j'oublierai personne, je vous promets, le jour où je sortirai. Voilà, donc si vous voulez le précommander, bah, n'hésitez pas, il y a ici des petits flyers, vous avez l'adresse de mon site internet, lilyose.com, qui est là en noir. Il y avait à l'époque un crowdfunding qui n'est plus en actualité, donc ça sert à rien, n'allez pas sur KissKissBankBank, hein, c'est mort, d'accord. Mais allez sur mon site, éventuellement vous pouvez commander le disque ou suivre mes actualités sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Et puis, je voulais aussi faire la promotion de cette revue, Génération Cité d'Or, qui est un média alternatif, qui est un ami à moi, qui a aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle Miasme TV, qui s'intéresse aux mystères et à l'inexpliqué, aux mythologies, etc. Et j'ai écrit un article dans le numéro 1 de cette revue qui est sorti, donc c'est un trimestriel, entièrement financé par les acheteurs quoi, de la revue. C'est un long article sur le fanatisme, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de Génération Cité d'Or et vous pouvez le commander parce vous pouvez commander les anciens numéros. Là il y a le 3 qui s'apprête à sortir. Voilà. Et puis enfin, dernière chose que je fais, si ça vous intéresse, je fais également des chroniques
philosophique sur Internet qui s'appelle Sagesse de Vénusienne, où le concept est très simple, c'est je suis une Vénusienne et je parle au terrien. Voilà, donc ça fait peur comme ça fait... Mais ça permet aussi, ça autorise justement une forme de distance qui est intéressante, je crois. Et donc c'est de la philosophie, et puis c'est aussi beaucoup d'études de symboles. Là, la dernière chronique qui va sortir, c'est Sommes-nous en enfer? Et celle d'avant, j'en ai fait sur, par exemple, le symbole du serpent dans les différentes mythologies. Donc toute la signification occulte du serpent. Et puis j'ai aussi fait des sujets beaucoup plus philosophiques, comme oser le fait d'être anormal pour reprendre sa souveraineté, par exemple. Voilà les sujets que je traite dans cette chronique. Il y a maintenant 25 épisodes. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lily Oz, Lilioz. Voilà. De toute façon, si vous tapez Lily Oz ou Amélie Dalmazo sur Google, vous allez tout trouver. Hein. Je suis comme le petit pousset, je laisse des traces partout. Vous ne pouvez pas me rater. Excellent. Merci d'être venu au Café littéraire de l'Intendant. Merci beaucoup. Ce moment, c'était super. Merci.